Bonjour. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le mot rocket en anglais désigne à la fois une fusée et un missile? Lorsque les missiles V2 ont été développés euh, pendant le Troisième Reich, a été lancé en plusieurs milliers d'exemplaires en 1944 et 1945 contre les populations civiles, principalement au Royaume-Uni et en Belgique. L'un des brillants concepteurs est l'ESS Werner von Braun, ingénieur allemand, donc SS, naturalisé américain en 1955 puisqu'après la guerre, ce sont les Américains qui le récupèrent pour fonder la NASA. Mais revenons un petit peu en arrière dans les années 30, avec la création du Jet Propulsion Laboratory, du laboratoire de recherche en propulsion jet. Le JPL, aujourd'hui co-entreprise de la NASA, est créé dans les années 30 par le professeur Theodor von Karman de l'université privée Caltech, où commencent les expériences de propulsion de missiles sur le modèle du V2 qu'on vient de voir, qui a été développé par le Troisième Reich. Après avoir étudié le V2, JPL développe le missile MGM-5 Corporal, qui est un missile sol-sol téléguidé, qui a été utilisé contre les Coréens. Ce projet évolua vers le missile Sergeant, un autre missile sol-sol de courte portée. Aujourd'hui, le JPL est présenté comme une branche de la NASA. C'est l'organisme qui a effectué une cartographie complète de la Terre, donc toutes nos informations cartographiques proviennent du JPL. On dit aussi que le JPL assiste l'industrie cinématographique, ce travail qui existe entre les militaires et le monde du spectacle, cette collaboration entre les militaires et le monde du spectacle, on la retrouve souvent. C'est ce que j'ai montré dans une vidéo récente à propos de la mission cinéma du ministère de la Défense, du ministère des Armées. Donc c'est le JPL qui fournit les données et les images que diffuse la NASA très souvent. Bien qu'il ait cessé toute activité de recherche en propulsion, le JPL conserve son nom qui faisait directement référence à celle-ci. Personnellement, j'ai entendu une autre histoire sur l'origine de ce sigle. On m'a dit à moi que le JP c'était Jack Parsons. Alors qui est Jack Parsons? En français, on ne va pas trouver grand-chose. On va juste savoir qu'il est inventeur, ingénieur, chimiste, pionnier de la propulsion spatiale, associé au Caltech, California Institute of Technology, et l'un des principaux fondateurs du Jet Propulsion Laboratory. Donc bon, Jack Parsons, ça peut tout à fait être l'inspirateur du JP, du sigle, ça n'a pas beaucoup d'importance finalement. Ce qui est important, c'est de voir à quel genre de personne on a affaire. L'article en anglais est tout de suite beaucoup plus fourni. On nous dit dès la première ligne que Jack Parsons est un occultiste télémite.
Il adhère donc à la secte Téléma, dont la devise est Do what you will, fais ce que voudras, en français dans le texte de Rabelais, qui est censé être l'inspirateur de cette secte. C'est simplement une secte sataniste. Hop, vous voyez, dans le sigle de Téléma, on retrouve le chevron de la NASA et des autres agences spatiales. Bon, alors parfois on peut avoir beaucoup d'imagination et puis penser que notre esprit nous joue des tours et qu'on a envie de voir ce qu'on a envie de voir. Mais bon, quand même, il y a des coïncidences qui semblent très difficiles. Ici, on en a 3 même. Hop. Puis même, ça nous fait même genre d'étoiles, hein, si on termine. Voilà. Je pense qu'on ne rêve pas. On a un chevron dans un sens et un chevron dans l'autre sens. Ce Jack Parson est investi dans la religion de Crowley, dans la secte sataniste Téléma qu'on vient de voir, mais aussi dans d'autres loges et d'autres sociétés secrètes comme l'Ordo Templi Orientis. Il a croisé aussi Ron Hubbard et on voit que Jack Parson a organisé une série de rituels en l'honneur de Babylone, la déesse télémique Babylone. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Dans le film Le Voyage dans la Lune, le film de Georges Méliès, 1902, qui doit être l'un des premiers films, on voit une assemblée de magiciens se tenir dans un environnement lié à des télescopes et des instruments d'observation. On voit cette assemblée de magiciens projeter un voyage sur la Lune, projeter d'envoyer quelqu'un sur la Lune par un boulet de canon, par une arme en fait, comparable au missile qu'on a découvert par la suite. Mais à cette époque-là, c'était à l'époque de l'écriture de la Terre à la Lune, du livre Jules Verne, c'était 100 ans avant le décollage de la première mission Apollo. On voit ces magiciens se déshabiller, hop, pour sortir de leur loge et retourner à la vie civile. Dans les décennies suivant sa mort, on s'est souvenu de Parsons dans la communauté ésotérique. Le télémite Kenneth Grant a suggéré que les invocations de Babylone par Parsons ont marqué le début de l'apparition des soucoupes volantes dans le ciel, qui nous a amené à des phénomènes comme l'incident de Roswell ou d'autres observations d'OVNI. C'est très intéressant que cela nous mène sur la piste extraterrestre, parce que vous savez que c'est la NASA la NASA et donc le JPL, qui nous inspire, qui nous laisse penser qu'il existe des civilisations extraterrestres depuis de nombreuses années. Ça fait très longtemps que les agences spatiales recherchent une vie extraterrestre et suggèrent qu'il existe une vie extraterrestre,
puisque dans la cosmologie acceptée actuelle, chaque étoile est un soleil qui a un système planétaire éventuellement, et donc des habitants. C'est la même chose, toujours le lien avec la fiction. Les films sur les extraterrestres ont été développés à l'aube de la conquête spatiale. Les premiers films de science-fiction apparaissent dans les années 50 aux États-Unis. Le premier, c'est à destination Lune. Et ensuite, on passe tout de suite à Mars. D'abord la Lune, ensuite Mars, que ce soit dans la fiction ou dans le récit de la conquête spatiale officielle, c'est toujours dans le même ordre. Il y a un réel lien entre idéologie, spiritualité, religion sataniste et conquête spatiale. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. À bientôt.